L'Organisation de coopération et de développement économique, les diasporas sont une force incontournable. Les transferts de fonds et de connaissances de la diaspora permettent l'accélération du développement durable des pays d'origine. En Afrique, les transferts de fonds des diasporas représentent plus de 3 fois l'aide publique au développement. Vous êtes sur la chaîne économique du continent et Business Matin, c'est maintenant. Il a accepté de venir sur notre plateau. Ange Trabi, directeur de publication des magazines à Abidjan. Il est l'invité de ce premier rendez-vous matinal sur Business 24 Africa. Bienvenue Ange. Merci bien, très cher. Alors, il apparaît de plus en plus récurrent que certains Africains, une fois intégrés dans leur pays d'accueil, n'ont plus de lien avec le continent qui les a vus naître. Est-ce que vous partagez ce constat? Oh, si on le dit, ça peut peut-être exister. C'est peut-être pas faux. Mais je pense que généralement, quand on sait où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Donc d'arriver quelque part et couper les liens avec d'où on vient, ça ne sera pas évident qu'on sache véritablement où on peut aller. Si ça existe, je ne sais pas trop, je ne peux pas en dire plus, mais je pense que ceux qui le font, assez souvent, ils ne sauront pas où ils vont. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Mais généralement, quand on vit bien là-bas, est-ce qu'on a le temps de penser? Est-ce qu'on a le temps de regarder en arrière? Non, justement, quand on vit bien d'abord pour soi-même, pour sa famille et pour sa société. Société qui a vu naître. Donc, quelqu'un qui vit bien quelque part, je ne pense pas qu'il veuille rester là-bas. Il va chercher à savoir d'où il vient. Il va chercher à apporter ce bien-être-là à la société qu'il a vu naître. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui vit bien de l'autre côté veuille rester là-bas tout le temps. Je dirais que c'est quelqu'un qui est allé là-bas, qui est encore en griffe, comme on le dirait à Yopougo, en train de se chercher, qui va rester là-bas. Parce qu'il ne s'est pas encore trouvé. Parce que même il n'a peut-être pas encore fini d'avoir tous les papiers nécessaires. Sinon, regardez bien autour de nous, tous ceux qui se sentent à l'aise, tous ceux qui vivent bien, généralement, on a envie de le partager avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis d'enfance, parce qu'on aime mieux que chez soi. Mais est-ce que les conditions de départ ne sont pas plus ou moins, ça ne conditionne pas plus ou moins ce recul-là ou ce regard qu'on veut bien jeter en arrière? Oh, on connaît tous les conditions de départ hein, quand les gens sortent de ce pays ou sinon de l'Afrique pour aller en Occident. D'abord, c'est pour aller se chercher. Souvent, c'est pour aller faire des études. Souvent, c'est parce qu'on est expatrié, on va pour un boulot et tout ça. Voici un peu généralement les conditions pour lesquelles on s'en va. Mais je dis, quelle que soit la condition pour laquelle on est parti, je parie que quelqu'un qui s'en sort, parce que bien vivre, le bonheur, il ne se mesure pas. Le bonheur, il se vit pour soi-même, il se vit pour son entourage, il se vit pour ceux qui t'ont vu naître. Donc, tu ne peux pas prétendre des conditions de ton départ pour rester quelque part. Et surtout qu'aujourd'hui, le monde, il est un. Qu'on veuille ou pas, le monde, il est un. Quel que soit l'endroit sur lequel tu te retrouves sur cette terre, tu as maximum 2 jours pour être d'un point A à un point B. Je dis, si tu as les moyens de faire ce déplacement, je ne vois pas quelqu'un qui est parti, quelles que soient les conditions, qui veuille couper tout avec ses racines. Si une personne le fait, moi, mon analyse, et ça ne tient qu'à moi seul, mon analyse personnelle, c'est que cette personne est encore en griffe, en train de se chercher. La personne n'a pas encore trouvé ses repères, parce que quelqu'un qui sait, une personne qui sait où elle veut aller, assez souvent, elle doit savoir d'où elle vient, de sorte à mieux manager son présent. Donc, généralement, très souvent, c'est la recherche du bonheur qui pousse les gens à aller vers là-bas. Je dirais globalement, est-ce que c'est la recherche du bonheur? Parce que le bonheur, comment est-ce qu'on le mesure? Mon bonheur n'est pas ton bonheur. Le bonheur de l'autre, je dirais, c'est peut-être la recherche de l'argent. Mais l'argent, c'est pas forcément le bonheur. C'est améliorer ses connaissances. Mais améliorer ses connaissances, c'est pas forcément le bonheur. C'est travailler comme un expatrié, tout ça. Mais quand tu es expatrié, tu vas en mission. Quand tu vas en mission, ça ne veut pas dire va rester là-bas. Ça veut dire va pour un temps et reviens après. Ok? Parce que même quand on regarde chez nous au pays, qu'est-ce qui se passe?
On vient tous travailler à Abidjan, mais pour la plupart, quand on a la retraite, on retourne au village. N'est-ce pas? Donc quand tu vas aller travailler quelque part, quand tu seras à la retraite, tu vas revenir. Parce qu'on est tous appelés à prendre une retraite un jour. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui font qu'on part, mais le bonheur, pour moi, tel que moi je conçois le bonheur, c'est le bonheur pour moi, c'est le bonheur pour ma famille simple d'abord, sinon ma petite famille, ma famille élargie et la société qui m'a vu naître. C'est ça le bonheur pour moi. Donc c'est ta capacité à partager ce bonheur-là avec la société qui t'a vu naître qui fait bonheur. Donc je ne dirais pas qu'on part pour du bonheur, mais je dis on part à la recherche soit d'une connaissance, on part à la recherche d'un emploi, pas forcément de mieux-être, d'un emploi et tout ça. Voici autant de raisons qui justifient un départ où on est expatrié, où on part pour des études. Mais tout cela, pour moi le bonheur, on aime mieux que chez soi. C'est pas moi qui le dis, on le dira partout. On est mieux que chez soi. On peut rester ailleurs pendant une période, pendant longtemps, mais on ne sera mieux que chez soi. Alors Ange, dites-moi, quelle est la contribution de la diaspora aujourd'hui dans l'économie africaine? Non, la contribution, elle est très importante. Je pense qu'à l'entame de cette émission, vous avez dit que cette contribution représente 3 fois l'aide au développement. Oui. C'est une contribution importante. On parle d'aide au développement. Bon, c'est un concept qui est très bien, mais depuis que moi j'existe, depuis bientôt pas mal d'années, j'ai pas encore vu un pays sur cette terre qui s'est développé avec l'aide au développement. J'ai pas encore vu. Ok? Et la contribution des fonds de la diaspora, quand vous prenez certains pays de la sous-région, on pense que c'est des fonds assez importants. Aujourd'hui, cette aide au développement qu'on a, c'est souvent l'épargne des Européens, sinon des Occidentaux, qui nous revient comme aide au développement. Mais tant que nous-mêmes, on a des frères là-bas, qui peuvent envoyer de l'argent ici, qui peuvent investir ici, mais c'est une autre forme d'aide. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'adage populaire même, nous ayons besoin de l'aide qui va nous aider à nous passer de l'aide. Voilà. Alors, Ange, quand on voit, c'est-à-dire qu'avant de chercher à voir ce que les autres font là-bas et ce qu'ils peuvent faire pour nous ici, quand on prend l'exemple des Mauritaniens, je veux parler des boutiques mauritaniennes, qui aujourd'hui, on sent que il y a une organisation autour et que par rapport à ce qu'ils font comme travail, il y a des gens chez eux là-bas qui bénéficient de ce qu'ils font comme activité. Est-ce que cette façon de faire n'inspire pas? Oui, logiquement, il faut que ça inspire. Pour moi, l'exemple des Mauritaniens, c'est pas moi qui le dis, après quelques petites recherches, hein, on a toujours un Mauritanien dans son quartier, un Mauritanien, mais pour moi, c'est un exemple frappant. C'était, selon ce qui nous revient, c'est une volonté politique. C'est des personnes, je dis, sauf, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait une étude approfondie pour le dire, ça n'engage que moi. Il paraît que c'est pour certains des fonctionnaires qui viennent. Donc c'est une excellente organisation. Ils font en griffe des achats en groupe. Donc ce qui fait qu'ils ont un circuit de ravitaillement dans les différents magasins. Mauritanien, tu vas faire des achats chez lui, quel que soit ce que tu donnes, assez souvent il a la monnaie. Assez souvent. Mais quand tu prends une boutique de nos frères, bon, c'est pas évident, hein, assez souvent. Donc, ils savent le faire. Tout est une question de métier, tout est une question d'organisation et de structuration. C'est une volonté étatique, selon ce que nous revient. Ça fonctionne très bien. Ça doit nous inspirer pour d'autres choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'État fait, avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, pour essayer d'organiser, de structurer toutes ces choses-là, je pense que d'ici à demain, pourquoi pas nous en train de tenir tous les tabacs en Europe? C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, un business dans un tabac en Europe, c'est un gros business. Et je ne suis pas si sûr même que si on veuille, on puisse l'avoir. Hein, mais on va essayer. Et je dis petit à petit, on y arrivera. Aujourd'hui, il faut croire en la mondialisation, il faut croire en la globalisation. Si tu ne vas pas chercher aussi ailleurs, mais on viendra tout prendre chez toi. Parce que le monde, il est un.
Ça veut dire que si tu veux être puissant aujourd'hui, certes, il faut exploiter tes potentialités, mais il faut aller aussi à la recherche des opportunités à l'extérieur. Des choses que les gens n'ont pas pu voir. Chez nous, c'est vrai que les Mauritaniens sont arrivés, on ne va pas les chasser, ils sont déjà là, ils ont pris une bonne part de marché. Mais regardez, petit à petit, le petit Ivoirien, il s'est réveillé. Quand vous allez aujourd'hui dans un quartier, il y a une boutique de Mauritaniens, il y a une boutique d'un petit Ivoirien. Ou bien, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et l'un des plus bels exemples en Côte d'Ivoire qui a été, où je dis l'Ivoirien aujourd'hui, il est génial. En son temps, dans les années 80-90, pour se faire coiffer, tu vas, il y a ceux qu'on appelait généralement les Anangos, qui avaient des petites tondeuses là, comme ça, crac, crac. Voilà, des ressortissants nigériens qui étaient là. Mais l'Ivoirien n'a pas fait de palabre. Un matin, il a pris une peigne et puis une lame, il a commencé. Et puis aujourd'hui, après, il a développé avec la tondeuse. Aujourd'hui, tout ce qui est salon de coiffure, généralement, est tenu par des Ivoiriens. Je ne suis pas en train de m'inscrire dans du nationaliste. Je suis en train de dire, si tu ne prends pas ta place, la nature a horreur du vide. Quelqu'un viendra prendre. Et aujourd'hui, qu'un Chinois vienne s'installer en Côte d'Ivoire ou qu'un Asiatique aille quelque part aux États-Unis ou qu'un Américain revienne en Afrique pour réussir, le monde, il est un. Nous sommes en griffe dans une jungle et c'est celui qui sait se débrouiller pour marcher qui va marcher tranquillement dans cette jungle. Sinon, je suis désolé, on va te marcher là-dessus, on va te bouffer si tu ne sais pas t'imposer avec ton. Alors, l'apport, vous voulez dire que l'apport de la diaspora est aujourd'hui incontournable dans les politiques de développement de nos États? Mais c'est incontournable. C'est incontournable parce qu'ils ont l'avantage d'avoir une vue sur l'extérieur. Ok? C'est-à-dire, pour évoluer, même en matière de management, on te dit il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Mais c'est un bel exemple avec la diaspora. Ils ont vécu ici, ils connaissent nos réalités. Ils sont allés voir ce que les autres font chez eux et qui marche très bien. Quand si on fait un mixte de ces deux choses, forcément que ça va donner un boom ici. Aujourd'hui en Europe, pour développer, mais tu es obligé de faire des Facebook, tu es obligé de faire des links et tout ça. C'est sur ces rebords-là que les gens essaient de développer. Alors que chez nous, quand tu prends la voie jusqu'à Corona, alors qu'on te dit que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. En allant regarder là-bas, l'expérience acquise à l'extérieur, elle peut nous servir au niveau local. Alors, on vous entend, Ange, je ne sais pas, on a l'impression que, je vais dire que on doit s'inspirer de ce qui vient de là-bas, que c'est tout ce qui est là-bas qui est beau. Est-ce qu'on n'a pas des valeurs, nous aussi, ici, à aller revendre là-bas? Non, vous savez que vous ne m'avez pas bien entendu. J'ai toujours dit, on est mieux que chez soi. Il faut être bien chez soi. Je n'ai jamais dit que chez nous n'est pas. Voici pourquoi je demande à ce qu'on reste chez nous. Voici pourquoi je demande à ce qu'on exploite nos potentialités. Beaucoup ici. Mais c'est pas mauvais d'aller voir à l'extérieur. Parce que tu penses que quand tu es chez toi et que tu n'as pas encore vu, par exemple, la voiture ou la brebis du papa de ton voisin, tu penses que tu as la plus grosse brebis chez toi. Il faut aller voir ce que les autres ont, de sorte à ce que dans un benchmark, dans une mutualisation de nos énergies et de nos intelligences, on essaie de s'en sortir. Parce que je dis bien, le monde, il est un. Aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, le monde, il est un. Donc, on peut, si nous, petits Ivoiriens, petits Africains, on ne sait pas exploiter nos potentialités, je suis désolé, des gens viendront de l'extérieur pour l'exploiter. Que tu veuilles ou pas. Alors, certains pays comme la Côte d'Ivoire ont créé un ministère des Ivoiriens de l'étranger, une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Selon vous, à quoi répond cette politique-là? Mais c'est une politique d'organisation, c'est une diaspora importante. C'est des personnes, c'est comme un père qui a vu plein de ses enfants partir. Mais à un certain moment, tu vas t'organiser pour que ceux-là, soit ils reviennent à la maison, ou même s'ils sont là-bas, qu'ils sachent qu'ils ont un lien avec la famille. C'est la même chose que l'État, le gouvernement, en tant qu'autorité, en tant que père de ce pays, organise, mettre un ministère sur pied, mettre une direction générale, de sorte à ce que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur sachent qu'ils viennent de quelque part. Ça veut dire que tu es là-bas. Ils disent, bien sûr, tu veux savoir où tu veux aller, il faut savoir d'où tu viens. Donc aujourd'hui, c'est une politique étatique et c'est à saluer. Et je vois tout ce que cette direction-là fait. Aujourd'hui, il y a pas mal d'actions qui sont posées,
qui sont déjà visibles, mais il faut continuer et c'est à encourager. Je pense que c'est une structure même qui accompagne pas mal d'initiatives que nous faisons en tant qu'opérateurs pour accompagner toute cette dynamique. Parce que l'État met le cap et nous, en tant que promoteurs, en tant que chefs d'entreprise, on essaie d'accompagner l'État dans cette dynamique-là, mais tout en faisant notre business. Okay. Alors, quand ils viennent, est-ce que vous pensez qu'il existe aujourd'hui des mécanismes de facilitation au plan juridique et politique qui encouragent l'investissement de la diaspora? Oui, je dirais oui, parce que il ne faut pas voir la diaspora comme X et puis le pays est Y. Le monde, il est un. C'est-à-dire quand moi, je suis au pays que je viens investir, je pense que quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est parti là-bas, qui veut venir investir au pays, il est confronté aux mêmes conditions, quoi. Il y a le guichet unique qui est là, le CPC, mais c'est un excellent outil à la disposition de la diaspora. Aujourd'hui, même l'agence emploi jeune a des dispositifs pour permettre à la diaspora d'investir. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'État fait, mais il faut savoir si tu veux investir, ça veut dire que tu veux être un entrepreneur. Un entrepreneur, je dis, en griffe, c'est pas un enfant de cœur. Tu es là pour du business. Tu es dans une jungle où tu te débrouilles pour vivre. C'est pas par méchanceté que les gens vont essayer de te tuer. Mais quel que soit le fait, quand la part de gâteau est là, chacun veut manger la part, quoi. Donc, on essaie de se débrouiller, qu'ils sachent que les réalités du pays sont là, tout est ici, on peut entreprendre ici. Et je ne suis pas si sûr qu'entreprendre en Occident soit plus facile qu'entreprendre ici, hein, parce que quand tu vas là-bas, je ne sais pas quel business tu vas aller développer là-bas, hein. Je dis parce que même les tabacs, qui sont des boutiques ici, sont occupés. Et quand tu regardes, tout est vraiment occupé là-bas, quoi. Alors que chez nous, ici, tu te lèves un matin, tu prends ta petite brouette, tu commences à ramasser les ordures, tu peux avoir un peu d'argent. Voici le truc. Tu t'en vas, tu te mets quelque part sur la route, tu regardes un espace qui est vide. Bon, tu te lèves, tu commences à embellir, tu prends quelques fleurs, tu prends, tu vas devenir fleuriste, tu vas avoir l'argent. Donc il y a tout à faire ici. Il y a tout à faire ici. Les conditions sont là. Pour moi, l'État joue sa part. À nous, en tant qu'opérateurs économiques, à nous, en tant que jeunes entrepreneurs, de nous battre pour nous imposer, de sorte à ce que dans ce monde que je répète est global, on puisse s'en sortir, on puisse démontrer qu'en Côte d'Ivoire, qu'en Afrique, il y a des personnes qui en veulent. Et quand tu vois aujourd'hui des organisations patronales qui lancent des concepts comme des champions nationaux, il faut promouvoir des champions nationaux, mais tant que nous, on ne se décide pas, on n'arrivera jamais. Et je pense que la diaspora a sa part à prendre. Quand ils voient ce qu'il y a là-bas, ils ont l'avantage d'avoir vu l'extérieur, d'avoir vu comment les gens se sont développés, d'avoir vu des modèles économiques assez aguerris, assez outillés. Ils n'ont qu'à les transposer et développer cela sous forme de business ici. Pas mal de personnes de la diaspora le font et s'en sortent très bien. Alors, il y a deux pays en Afrique, je veux parler du Mali et du Sénégal, qui, il y a cela quelques années, ont encouragé cette politique-là et qui ont permis à leur fils d'aller en Europe. Et aujourd'hui, on sent que à travers les activités et les transferts de fonds qui se font vers ces pays, on a le sentiment que cette politique a en quelque sorte porté, même si aujourd'hui, à travers les médias, on a l'impression que ceux qui vivent là-bas vivent difficilement, qui n'ont pas de papier, tout cela. Mais je veux dire qu'à côté de cela, la Côte d'Ivoire, je veux dire, les Ivoiriens n'ont pas l'esprit d'aventure, comme ces pays dont je viens de citer. Qu'est-ce qui explique en fait cela? Non, je pense pour ma part, hein, d'abord quand je prends le Sénégal, ça a été une politique en son temps, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a pas mal de Sénégalais dans pas mal d'institutions internationales. C'est une politique. Tant qu'on peut aller occuper des postes importants à l'international, on se vend, on vend son pays, on vend les compétences de son pays, c'est important. Quand vous regardez, on dit qu'il y a pas mal de personnes qui s'en vont, c'est vrai. Si vous partez à l'aéroport, chaque fois, il y a beaucoup qui viennent aussi. Hein. Ils ne font pas la peau noire. Ils viennent aussi ici, parce qu'il y a du potentiel ici. Quand vous écoutez tous les débats partout, tout le monde dit, et unanime a dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. Tout le monde a compris que l'Afrique est le continent de l'avenir, sauf nous autres, qui n'avons pas encore très bien compris. Donc ça a été des politiques qu'on encourage, qui sont bien,
Mais si vous regardez très bien ces personnes qui vont travailler dans ces institutions, je ne suis pas sûr que ces personnes-là restent là-bas. Au soir de leur travail ou bien quoi, quand ces personnes sont à la retraite, elles reviennent au pays. Et si vous fouillez très bien, à moins que ces personnes-là ne soient dans des institutions qui sont vraiment, j'allais dire, avec des règles de gestion assez rigides, mais ces personnes-là, bien qu'en travaillant, investissent dans leur pays et accompagnent le développement de par l'expérience capitalisée. Okay? Donc c'est de très bonne politique, mais qu'il faut faire. Maintenant, comment est-ce que l'Ivoirien, il a l'esprit de l'aventure? Bon, pour moi, l'esprit de l'aventure, chacun cherche à mieux vivre. La vie est simple. Si moi je suis ici, que je ne vis pas bien, mais je vais chercher à aller de l'autre côté pour bien vivre. Si je vais que ça va mieux, je reste là-bas. Mais tu ne vas pas rester ad vitam aeternam. Tu vas rester sur une période et quand ça ira mieux, tu reviendras chez toi. Alors, Ange, durant la marche de Washington pour l'emploi et la liberté, devant plus de 250 000 manifestants rassemblés devant le mémorial et Lincoln août 1963, le pasteur noir américain Martin Luther King prononçait un discours qui est resté dans les annales de l'histoire, I have a dream. Vous avez aujourd'hui un concept African Dream. C'est quoi le rêve qui vous poursuit ou bien que vous poursuivez aujourd'hui? Non, African Dream, comme je l'ai dit, c'est un concept, c'est le forum du recrutement et de l'investissement pour la diaspora. C'est de prendre des chefs d'entreprise ici, les envoyer en Europe pour que cela rencontre la diaspora à fort potentiel, de sorte à voir dans quelle mesure certains peuvent revenir au pays. Et de deux, cette diaspora qui est de l'autre côté, qui a souvent envie d'investir au pays, qui, outre les mécanismes gouvernementaux, n'a peut-être pas souvent de lien, certaines structures vont leur présenter tout ce qu'il y a comme opportunité d'investissement au pays. C'est ce concept-là qu'on a anglicisé en disant African Dream. Okay? Donc, ce rêve africain, pour moi, il y a eu des rêves qui ont existé dans ce monde, le rêve américain et tout ça. Pour moi, c'est de rêver l'Afrique, quoi. C'est tout. Au lieu d'aller mourir quelque part dans la Méditerranée, mais viens. Parce que celui qui s'en va assez souvent, c'est parce qu'il ignore là où il part. Hein? Et il est sans espoir. Parce que quelqu'un qui va mourir, bon, il n'a pas d'espoir pour lui, vivre ou mourir. Il se jette à l'eau, quoi. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de faire un mouvement annuel de sorte à ce que chaque année, on sente que des personnes s'en vont là-bas et sentent un mouvement d'Africains qui reviennent vers le pays. Pour nous, c'est une grande messe de retour vers l'Afrique, de sorte à ce que, je ne dis pas, il faudrait plus qu'on aille là-bas. Je dis, allons là-bas prendre ce qu'il y a de bon. Essayez de nous confronter à ce qu'il y a d'intéressant. Nous sommes tous là. On ne passe pas un an sans faire un tour quelque part en Europe. Parce que c'est ce qui nous bonifie aussi. Donc tu vas quelque part, tu prends ce qui est bon et tu viens aider à développer chez toi. Donc c'est un peu ce rêve-là, le rêve africain, parce qu'il y a tout en Afrique. Donc c'est d'inviter vraiment tous ces décideurs à aller à la rencontre de ces potentialités-là, de ces personnes à fort potentiel, pour voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans notre société. Le gouvernement le fait si bien, certains organismes le font. Je pense que c'est à encourager. Il faut qu'aujourd'hui, on s'engage dans cette dynamique de diversification de nos ressources humaines, de sorte à ce qu'on puisse avoir certaines ressources, certaines compétences aussi, qui viennent avec un œil extérieur, parce qu'on était confrontés à certaines choses. Nous, on croit, et je crois vraiment en ce rêve africain. L'Afrique a tout. Et quand tu es en Afrique, je ne dirais pas que tu vis mieux qu'ailleurs, mais je ne suis pas sûr qu'ailleurs on vit mieux qu'en Afrique. Moi, je suis là, je ne vis pas si mal. L'Afrique a tout et vous pouvez le constater sur Business 24 Africa. Nous avons été très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. Restez fidèles au programme de Business 24 Africa.